Alors, à qui faire un test d'ischémie, évidemment, dans la maladie coronaire stable? D'abord, d'où vient le concept de test d'ischémie? Le concept de test d'ischémie est assez simple. L'idée, c'est d'utiliser un stress physique ou pharmacologique pour démasquer une ischémie myocardique latente au repos, avec comme objectif d'abord la rationalisation des prescriptions d'exploration invasive, d'identifier des coronaropathies et stratifier le risque des patients, et puis prédire le pronostic. Et tout ça a un but ultime, c'est d'essayer d'améliorer le pronostic des patients. Et comme vous le savez, moi, ce qui me gêne le plus sincèrement en tant que cardiologue imageur, c'est quand on rend un examen, c'est de l'interpréter justement dans l'interprétation, dans les conclusions, et pas tirer des conclusions un peu hâtives. Malheureusement, aujourd'hui, on a une tendance à interpréter une ischémie comme étant une sténose, bien évidemment, hein, mais on a bien sûr des faux positifs. Et quand on trouve une sténose, toute sténose doit être traitée par angioplastie ou par pontage. Et je ne crois pas que ça corresponde à l'état actuel des connaissances. Et raison pour laquelle, à titre personnel, j'ai tendance à sous-prescrire. C'est un frein lié au contexte. Alors, c'est peut-être pas un bon argument, je m'égare un petit peu, pardonnez-moi. Alors, si on revient au test d'ischémie, comparativement à l'anatomie coronaire, les tests d'ischémie combinés à l'imagerie ont une excellente performance. On ne parle pas de FFR. On a des sensibilités et spécificités autour de 80-90%. Par contre, l'épreuve d'effort simple a une mauvaise sensibilité. Il est maintenant acté que c'est un mauvais examen si on se pose la question d'une ischémie myocardique. Il y a beaucoup trop de faux négatifs et de faux positifs. Maintenant, si on compare les tests d'ischémie combinés à l'imagerie par rapport au pronostic, c'est quand même un endpoint intéressant et une capacité d'effort normale et pas d'ischémie a une valeur prédictive négative de 98% à 3 ans, ce qui est excellent. Un mot justement sur la capacité d'effort. Ça, c'est un papier assez ancien de nos amis norvégiens en 93. C'était des épreuves d'effort simples sur une population d'hommes de 40 à 59 ans, suivis 16 ans. Et globalement, indépendamment de l'ischémie ou pas, le quartile qui a une capacité d'effort la meilleure a un excellent pronostic en termes de mortalité, raison pour laquelle il me semble qu'en routine clinique, chez le patient capable de faire un effort physiologique, c'est probablement un intérêt supplémentaire pour évaluer la capacité d'effort pour le pronostic, déterminer le seuil ischémique. On sait que c'est pas la même chose d'avoir une ischémie à 30 watts que d'avoir une ischémie avec une capacité d'effort normale, et puis il n'y a pas de perfusion et moins d'effets secondaires. Alors maintenant, en pratique clinique, où est-ce qu'on doit prescrire des tests d'ischémie? Où est-ce qu'on a le maximum de niveau de preuve? Eh bien, d'abord, c'est pour le diagnostic chez le patient symptomatique. Alors, je vous montre comme Alban cette étude PROMISE qui avait comparé pour des patients qui se présentaient comme à Lucasar pour une gêne thoracique. Les patients avaient été randomisés entre tests fonctionnels, c'était une majorité d'échographie d'effort versus un coroscanner. Vous voyez que ces tests-là sont valables avec des courbes qui se superposent. Et globalement, c'est une approche stable. Bien évidemment, le test positif impose un complément d'imagerie. Et puis cette étude un peu plus ancienne, que je trouve osée, de nos collègues anglais, qui avaient randomisé des patients adressés pour coronarographie. C'était des malades qui avaient des symptômes et qui avaient pour la plupart une épreuve d'effort simple qui plaidait pour une ischémie. Donc les patients étaient randomisés un pour un entre coronarographie, scintille, IRM de stress ou échographie de stress. Et vous voyez que en termes de mortalité, je vous montrais le critère, il n'y avait pas de différence. L'intérêt de faire un test d'imagerie avant, c'est d'éviter un certain nombre de tests invasifs. Et dans cette étude, en fonction des stratégies, il y avait 20 à 25% de coronarographie en moins, avec, lorsqu'on regarde le suivi, des courbes tout à fait superposables. Donc aujourd'hui, les recommandations sont claires, qu'elles soient européennes ou américaines. Lorsqu'on a un patient à haut risque de maladie coronaire avec des symptômes, il faut, avec un niveau de preuve 1B, privilégier un test d'ischémie combiné à l'imagerie ou un coroscanner, avec, comme l'a rappelé Alban, une nuance sur la probabilité pré-test. Comme l'a dit Alban, on a un certain nombre de patients qui ont des lésions au coroscan qui sont intermédiaires, qui, en raison notamment de la congestion des laboratoires de la recherche d'ischémie myocardique, vont d'emblée à la coro. Et globalement, d'une stratégie médico-économique, le fait de passer par un test d'ischémie chez les patients symptomatiques pourrait avoir un intérêt en termes de coût, avec une safety largement démontrée. Donc les malades à risque intermédiaire ou élevé
plutôt test d'ischémie, et le coroscanner pour éliminer la maladie coronaire très tôt, enfin chez les autres profils de risque. Alors maintenant, pour les patients asymptomatiques. Là, clairement, le débat n'est pas tranché, définitivement. Il y a des avis bien évidemment divergents, mais globalement, ça c'est l'encadré des recommandations 2009 qui disent qu'on ne sait pas quoi faire chez les asymptomatiques. Est-ce qu'il faut rechercher l'ischémie silencieuse? Et si on trouve une ischémie silencieuse, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut revasculariser? On est tous d'accord pour mettre un traitement médical, et est-ce qu'il faut revasculariser? Globalement, je vous rappelle que dans la maladie coronaire stable, contrairement au SCA, on n'a jamais démontré de façon formelle que la revascularisation faisait mieux que le traitement médical optimal en première intention. Bien évidemment, chez les malades restes symptomatiques, il faut aller à la revascularisation. Ici, c'est l'étude ischémia qui n'a pas montré de bénéfice en termes d'événements durs. Par ailleurs, chez le diabétique, vous savez que c'est des patients à très haut risque, par ailleurs réputés souvent asymptomatiques. Il y a eu des études randomisées qui a comparé une recherche systématique d'ischémie versus la non-recherche d'ischémie sur des événements durs. Je vous montre ici une méta-analyse de 5 études où 4 sur 5 ne montraient pas de bénéfice. Alors il y avait ici de l'épreuve d'effort, du thallium, de la scintigraphie, du thallium, et puis score calcique et coroscanner. Et lorsqu'on regarde en termes de mortalité sur la méta-analyse, il n'y avait pas de différence. Il y avait une positivité sur l'insuffisance cardiaque et l'infarctus non fatal. Cette méta-analyse a bien évidemment le mérite d'exister, mais c'est à prendre avec des pincettes puisque les profils patients sont très différents. Et puis je vous montre cette étude récente de nos collègues danois, qui est une étude diabétique, c'est pas des épreuves fonctionnelles combinées à l'imagerie, c'était du score calcique. Et globalement, les patients, 45 000 patients, étaient randomisés entre score calcique systématique pour rechercher la maladie coronaire stable versus soins conventionnels. Il n'y avait pas de bénéfice en faveur de la recherche du score calcique. Raison pour laquelle les recommandations 2023 de la maladie cardiovasculaire des diabétiques écrit qu'il n'y a pas aujourd'hui de recommandation pour une recherche bien systématique chez tous les patients diabétiques asymptomatiques. En revanche, bien évidemment, il faut stratifier le risque de ces patients de façon clinique et être très agressif sur les prises en charge des facteurs de risque, notamment le cholestérol et le diabète. Alors maintenant, pour le coronarien stable revascularisé, ça on en a énormément, ces patients-là qu'on suit, qui ont une angioplastie ou un pontage. Est-ce qu'il faut faire une recherche d'ischémie systématique? Que dit la littérature? Il y a bien sûr des cas cliniques qu'on a tous en tête. Alors, je commence d'abord par les recommandations. Les recommandations ESC préconisent, et sincèrement c'est ma pratique, un test d'ischémie dans la première année, en particulier chez les patients qui n'ont pas été complètement revascularisés. C'est un examen qui va servir pour le suivi à long terme. Donc un patient qui est complètement revascularisé, très bien. Un patient chez qui on laisse peut-être une marginale sténosée ou une droite occlue, ça peut avoir un intérêt d'avoir un test d'imagerie dit de référence. Maintenant, les recommandations américaines récemment publiées, vous voyez, il est écrit « No bénéfice », c'est ma classe 3, que ça soit pour le scanner ou le test d'imagerie systématique chez les patients, je le répète, asymptomatiques. Pourquoi? Alors, il y a ce que je vous ai présenté, notamment concernant l'intérêt ou le bénéfice d'une revascularisation supplémentaire chez ces patients qui sont déjà sous traitement médical optimal par définition, puisqu'ils ont été revascularisés. Et puis il y a eu l'étude coréenne qui a été récemment publiée, l'étude post-PCI. Les collègues ont randomisé 1700 patients qui venaient d'avoir une angioplastie entre suivi clinique simple ou test d'ischémie à 1 an post-revascularisation. Et vous voyez qu'il n'y a pas de bénéfice en faveur de la recherche systématique d'ischémie à 2 ans. Alors il y a quand même, c'est intéressant, mais contrairement à ce que disent les auteurs et contrairement, je trouve, aux recommandations américaines, il nous semble que la question n'est pas complètement tranchée pour plusieurs raisons. D'abord, le test d'ischémie a été fait relativement précocement. Après l'angioplastie, on sait que c'est des malades qui peuvent évoluer dans le temps. Deuxièmement, le calcul d'effectifs avait estimé l'échantillon sur 15% d'événements à 2 ans, et c'est des patients qui font de moins en moins d'événements, et pendant l'étude, il y avait seulement, entre guillemets, 5% d'événements à 2 ans,
Et donc, l'étude manque de puissance pour conclure. Et puis enfin, vous voyez, on voit quand on regarde la supplémentale que le test d'ischémie étant fait à 1 an, les coronarographies et les revascularisations supplémentaires, vous voyez 3 fois plus dans le groupe test d'ischémie, survenaient à 12 mois. Et donc, il y avait très peu de suivi après l'action test d'ischémie. Raison pour laquelle on a en cours et on a continué l'étude Arcachon, qui est menée dans le service grâce au groupe d'action Gilles Montalesco. Et donc, globalement, dans cette étude, contrairement à l'étude coréenne, on randomise un peu plus de patients, 2664. C'est des patients qui sont en médiane à 3 ans de leur revascularisation, donc un peu plus tard. Et ils sont randomisés entre suivi clinique versus test d'ischémie systématique sur un critère composite. On a 40 centres ouverts et on est à plus de 70% du recrutement. C'est juste pour information et un peu de publicité. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on fait dans d'autres contextes cliniques? Il y a 2 autres contextes cliniques. Le préopérateur de chirurgie non cardiaque et des recommandations récemment publiées. Le raisonnement ici est assez simple. Premièrement, il faut évaluer le risque de la chirurgie. Est-ce que c'est une chirurgie à haut risque intermédiaire ou faible? Globalement, une cataracte, c'est pas la même chose qu'une chirurgie vasculaire. Le deuxième point, c'est avoir une approche clinique assez simple et standardisée. Il y a l'âge, les facteurs de risque, les antécédents coronaires. Et puis un point fondamental, la capacité, l'auscultation c'est pour l'échocardiographie, les valvulopathies, et la capacité d'effort. La capacité d'effort peut être évaluée de façon semi-quantitative en demandant aux patients s'ils montent 2 étages, ça représente environ 4 mètres, ou de façon plus adaptée par cet algorithme fait par la Duke. Je vous conseille d'aller sur le site, c'est très rapide à faire en consultation, et il y a un meilleur niveau de preuve, c'est plus fin pour évaluer la capacité d'effort. Et globalement, quand on a un malade, qu'il soit cardiaque ou non cardiaque connu, qui a une chirurgie même à haut risque avec une capacité fonctionnelle normale, dans ces recommandations, il me semble que c'est aussi un peu les données de la littérature, on n'est pas obligé d'aller plus loin et rechercher une ischémie myocardique. Capacité d'effort normale, même à haut risque. Les tests d'ischémie sont réservés aux patients qui vont avoir une chirurgie non cardiaque à risque élevé et une capacité fonctionnelle faible. Voilà, c'est les 2 choses, qu'ils aient des antécédents coronaires ou pas. Deuxième élément clinique, situation clinique à laquelle on est confronté, c'est le bilan cardiologique avant une reprise d'activité sportive ou une activité de compétition. Et là, globalement et très brièvement, il y a différents types d'activités. Il y a le golf tranquille et puis le triathlon dans la Seine. Et puis après, il y a les différents cas de figure cliniques des patients, et puis on les combine globalement. Et ce qu'il faut retenir concernant la d'ischémie, puisque c'est le sujet de la présentation, les tests d'ischémie doivent être envisagés chez les patients qui ont un risque vasculaire très élevé et qui envisagent de faire une activité de très haute intensité ou de la compétition. Dans les autres cas de figure, avec un interrogatoire, un examen clinique et un électrocardiogramme, si le malade est stable, on peut l'autoriser. Et je souligne que lorsqu'on a des patients qui ont des lésions coronaires connues avec un test d'ischémie négatif, on peut les autoriser à faire même de la compétition selon ces recommandations. Pour conclure, les épreuves de stress combinées à l'imagerie sont des examens très performants. En revanche, il me semble important d'essayer de rationaliser nos pratiques, tout simplement pour pouvoir réserver ces tests aux situations qui sont les plus pertinentes avec les données actuelles de la littérature. Actuellement, 99% des examens faits en écho d'effort sont chez des malades strictement asymptomatiques, coronariens revascularisés, et donc on n'arrive pas à faire le boulot d'éviter peut-être certains examens invasifs chez des patients suspects de maladie coronaire ou qui ont eu un coronoscan pathologique ou indéterminé entre deux, si vous voulez, pour évaluer l'ischémie. Deuxièmement, l'autre indication, c'est le patient coronarien stable qui va avoir son statut fonctionnel être modifié, donc le test d'ischémie est utile. Et puis, il faut faire, il me semble, les tests d'imagerie au cas par cas en pré-op de chirurgie cardiaque ou la reprise d'activité sportive dans les conditions qu'on a précisées. Et puis, pour le dépistage systématique, je crois que pour le malade coronarien stable, asymptomatique, en l'état actuel des connaissances, le suivi systématique doit ne pas être fait, sauf cas tout à fait particulier, par exemple une angioplastie du tronc commun, proximale chez le sujet jeune, ça doit faire envisager, surtout si le résultat est intermédiaire. Maintenant, pour le reste, l'étude Arcachon, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous remercie.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Najib? On a quand même un problème, Najib, avec l'asymptomatique, en un mot, et le haut risque vasculaire de cet asymptomatique. Bien évidemment, on pense aux diabétiques, mais il y en a d'autres, parce que tu nous mets à la poubelle le score calcique dont acte. Les tests sont pas très bons et tu les as d'ailleurs pas hiérarchisés. Mais quand est-ce qu'on va faire un test chez ceux-là, au risque vasculaire asymptomatique, et qui peut l'être toute sa vie, y compris le jour où il fait l'infarctus, et quel examen? J'ai bien compris que tu aimais bien l'effort, mais à part ça. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a le spectre de l'infarctus. C'est un élément important, c'est un événement dramatique, évidemment, juste avant la mort. Mais l'élément, c'est qu'on ne sait pas prédire un syndrome coronaire aigu aujourd'hui. Même avec le scanner coronaire, dernière technologie, même avec une coronarographie. Comme vous le savez, il y a une étude, je crois, japonaise ou coréenne qui a suivi des malades avec des coraux systématiques, je ne me rappelle plus de son nom. On ne sait pas prédire le SCA. Pour répondre à votre question, le patient qui est strictement asymptomatique à haut risque, le premier élément avant le test d'ischémie, c'est d'optimiser sa prise en charge. Et malheureusement, on a une inertie terrible chez ces patients-là. On a des malades pontés qui ont toujours un LDL élevé ou qui ont le diabète pas équilibré. Deuxièmement, personnellement, ce que j'essaye de faire avant l'effort, c'est d'évaluer la capacité fonctionnelle du patient. Et donc, globalement, dans la capacité fonctionnelle du patient, le score de Duke est très bien fait. Ça nous permet d'avoir, et c'est pas la même chose d'avoir un malade qui fait 10 mètres sans symptômes qu'un patient qui bouge pas. Et donc, le malade qui bouge pas, qui a un très haut risque vasculaire, il y a d'autres recommandations. Je vous ai montré les dernières recommandations européennes. Comme vous le savez, les sociétés savantes ne sont pas d'accord. Il y a des recommandations françaises qui préconisent une stratification du risque avec le score calcique. Et donc, dans ce cas particulier, le score calcique pourrait être utile pour stratifier le risque ou, si on ne fait pas de score calcique, faire un test d'ischémie. Donc, le patient asymptomatique avec une capacité d'effort normale, sincèrement, personnellement, je ne le fais pas. Je ne fais pas d'investigation. Mais il faut vérifier qu'il fait une activité physique. Deux petits commentaires, Najib. Donc, les recos sur le diabète, donc ils ont enlevé le score calcique, ils ont enlevé le dépistage de l'ischémie myocardique, mais par contre, ils ont quand même recalibré le score 2 pour les diabétiques. Oui. Ils ont quand même mis la durée du diabète, l'agressivité du Tout diabète, donc je veux dire, c'est quand même des messages qui sont importants. Mais tu as parfaitement raison, je suis passé un peu vite, pardon, déjà, je crois que j'ai été un peu trop long. Je crois que l'élément fondamental ici, c'est d'insister sur l'importance de la prévention primaire chez ces patients-là. Le dépistage, c'est quelque chose qu'on fait, qui a un vrai coût médico-économique, et on est incertain. On a tous des exemples où on croit transformer le pronostic des patients à l'échelle individuelle, mais à l'échelle d'une population, on n'est pas certain de faire bien en faisant le dépistage systématique. Mais tu as raison, hein, il faut bien évidemment bien stratifier le risque. Un dernier petit commentaire. Avec Michel, quand on a regardé les jeunes, on a fait les 20 ans de suivi, c'était ma thèse en 96 avec Gilles, et ben on a été quand même impressionné par le nombre de récidives. Alors tu me dis, faut pas faire des tests, etc. Mais quand même, toutes les études que tu montres, c'est 2 ans de suivi, c'est rien du tout par rapport à l'évolution naturelle de la maladie. Et souvent, moi, au bout de 10 ans, des fois, je refais une petite coro ou je fais un petit coroscan parce que, je veux dire, les malades, quand même, la maladie, elle évolue. Tu n'es pas le seul à faire ça, comme tu le sais, mais encore une fois, je crois, il faut être, humble avec l'état actuel des connaissances. Autant dans le SCA, c'est clair. Il faut être agressif, en revascularisation, en prévention secondaire. Dans le syndrome coronaire chronique, il y a une vraie incertitude. On croit tous bien faire, mais peut-être qu'on rend pas service en malade en faisant une coronarographie tous les 10 ans, en fait, un test d'ischémie. Ça coûte de l'argent à la société d'une part, et parfois, on peut faire une complication chez un malade qui se plaint de rien et qui aurait peut-être été très bien avec sa sténose de marginale qui persiste. Je parle pas du tronc commun. Donc, ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'en l'état actuel des connaissances, ce que je dis, c'est pas ne pas faire, c'est de bien réfléchir au cas par cas et d'inclure dans Arcachon. Ça, c'est important. Parce que là, on va avoir un suivi plus long et une réponse scientifique plus sérieuse que pour les Coréens.